Bonjour pas tout le monde les amis, bienvenue dans notre émission L'invité. Celui que nous recevons aujourd'hui n'est plus à présenter parce que vous l'avez déjà vu sur notre chaîne, en tout cas certains parmi vous. Il va nous parler aujourd'hui, ou si vous voulez, il va beaucoup plus développer un point majeur de notre histoire qui est malheureusement pas enseigné au peuple noir partout dans le monde, qui est malheureusement, et c'est là le pire, caché, je dirais même effacé. On va parler, les amis, aujourd'hui de Koudara. Oui, je sais qu'en disant ça comme ça, Koudara, on se pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Même ceux qui ont assisté à la première émission avec le frère ont peut-être oublié le nom Koudara ou ont oublié ce que c'était, ce qu'il y avait derrière Koudara. Donc aujourd'hui, les amis, nous avons l'immense bonheur de recevoir à nouveau donc notre invité qui nous fait le plaisir de nous présenter le fruit de ces années de recherche. Oui, les amis, des années de recherche, pas sans risque, parce que l'histoire de Koudara, comme je l'ai dit, est une histoire qui malheureusement a été effacée. On a même l'impression que ça a été, ou les décisions ont été prises au niveau, d'accord, de l'État, donc du sommet, hein, de la hiérarchie. Donc c'est très compliqué les amis, c'est très compliqué. Donc on va regarder cette émission avec beaucoup plus d'attention. Donc j'invite tout le monde à rester concentré, d'accord, partager massivement cette émission afin que le monde entier, ou j'allais dire tout le peuple noir dans un premier temps, puisse découvrir ce qu'il est lui-même. Parce que Koudara, c'est nous. Aujourd'hui, j'accueille le frère Bayemi. Oteb Bayemi. Oteb, mon cher frère, merci de m'avoir invité dans notre maison africaine, n'est-ce pas? Africaine en Afrique et puis en Afrique aussi. Exactement. Là où nous sommes, c'est l'Afrique. Exactement, super. Donc, les amis, on va essayer dans un moment, hein, d'accord, convivial de décortiquer ça, d'accord? Parce que moi aussi, je suis comme vous, je suis très curieux, j'ai envie de savoir. J'ai pas envie, les amis, que demain, mes enfants puissent découvrir des choses, d'accord, que moi, je n'ai pas été capable, d'accord, de découvrir, de creuser. Donc, on a la chance aujourd'hui de recevoir le frère Bayemi qui va nous parler de Koudara. Frère Bayemi, la première question que je vais te poser d'abord, c'est est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission, d'accord, de la dernière fois, et pour ceux qui l'ont suivi mais pas tellement concentrés, d'accord? Parce que je rappelle que les amis, ce monsieur-là, pour moi, doit être beaucoup plus connu que ça, d'accord? Donc on va lui laisser le soin de se présenter et en espérant que ce qu'il va présenter comme étant sa présentation puisse rester définitivement, d'accord, dans les esprits. Frère Bayemi, qui es-tu réellement? C'est très simple. Alors, je suis chercheur et également théoricien. C'est-à-dire que, alors pour l'instant, je n'ai travaillé que sur un seul programme de recherche, n'est-ce pas? Et j'ai expliqué la dernière fois ce qui m'avait amené à la recherche au sens où elle est effectuée dans les instituts de recherche officiels. C'est le même niveau. C'est-à-dire que le programme de recherche qui a révélé l'existence du royaume de Koudara, qui est le royaume ancestral, le royaume fondateur du Japon actuel, n'est-ce pas, a été, comment dire, est la découverte essentielle de mon programme de recherche, le seul sur lequel j'ai travaillé et qui se poursuit à l'heure où je parle depuis donc 25 ans. Et j'ai commencé quasiment à la fin des années 90, n'est-ce pas? Wow. Comme je l'ai dit la dernière fois, parce que je fréquentais la communauté coréenne de Paris où j'ai appris in vivo, c'est-à-dire, n'est-ce pas, au contact, n'est-ce pas, dans le réel, ce que c'était que la culture coréenne, ou plus précisément la culture de Shilla. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les Sud-Coréens. Corée du Sud, c'est le nouveau nom de ce peuple. En réalité, ce sont des Shilla, c'est-à-dire un peuple qui vivait, on va dire, il y a 2000-2500 ans dans cet endroit qu'on appelle aujourd'hui la Corée du Sud. Donc, mon travail, mon activité principale, c'est de faire la recherche, c'est de mener à bout ce programme de recherche-là, qui a commencé avec un projet spécifique qui était un programme littéraire que je voulais développer pour pouvoir présenter au grand public dans les années 90 la culture coréenne. Mais je l'ai à peine commencé parce que
les informations historiques, n'est-ce pas, de l'historiographie coréenne me posaient problème. Donc il fallait que j'y vois un peu plus clair et je me suis finalement retrouvé à faire la recherche fondamentale, n'est-ce pas, c'est-à-dire aller consulter les textes anciens de la Corée au sens large, c'est-à-dire les deux Corées, du Japon, de la Chine et puis finalement de toute l'Asie. Donc j'ai étudié les 4000 ans de toute l'Asie pour finalement me concentrer, parce que c'est ça qui me semblait le plus important, pour me concentrer sur l'Asie du Nord-Est, c'est-à-dire ces 4 pays, Japon, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, et aller dans le détail et puis finalement faire apparaître une image qui est celle que nos sœurs et nos frères ont découverte dans le livre que j'ai publié, c'est-à-dire le principe de Pekché, le grand secret de l'Asie. Ce titre est très important, le principe, c'est-à-dire que ce que je dis est dans le livre et oralement, n'est-ce pas, devant le monde africain ou non africain, parce qu'il y a aussi les non-africains qui nous suivent, c'est une théorie, c'est une image que j'ai reconstituée, c'est une image du passé reconstituée. Okay. Voilà, donc je suis chercheur et théoricien. Donc la théorie, c'est-à-dire la reconstruction technique d'une réalité, fait partie de mon travail parce que au départ, je travaille sur, je regarde une table sur laquelle il n'y a rien en apparence. Oui. Et à force de l'observer, je constate que selon que je me place sous tel angle ou tel autre angle, il y a des images qui apparaissent, il y a quelque chose qui apparaît. Oui. Donc la table n'est pas complètement vide. Il y a quelque chose. Et c'est ce quelque chose que j'ai fait apparaître au fil des ans. On verra un peu plus en détail comment, pourquoi et comment. C'est ça, ok, voilà. Super. Les amis, waouh, cette émission, les amis, sera très passionnante. La première question que je vais poser à notre invité, ça c'est la question que tout le monde, j'imagine, va se poser en ouvrant l'ordinateur ou le téléphone et en assistant à cette émission. Parce que là, on parle de Kudara, on parle de l'Asie, on parle de la Corée du Sud. Donc la première question, c'est parce que dans ce que tu viens de nous expliquer, d'accord, j'ai retenu que de base, tu es parti même pour présenter une histoire, on va dire, quelque chose de littéraire par rapport à l'histoire de l'Asie, d'accord, ou plus précisément l'histoire de la Corée du Sud. Donc, dans un premier temps, tu n'es pas parti en te disant je vais découvrir des choses qui concernent le peuple noir, pas du tout. Ça, c'est très important. J'ai pas d'a priori au départ. Okay. Je n'imagine même pas que je vais me retrouver plongé dans la recherche fondamentale, c'est-à-dire que je fais le même travail de recherche que les chercheurs des instituts qu'on retrouve dans les grandes universités à Cambridge, Oxford. La passion qui te pousse à le faire. Oui, voilà. La passion, mais surtout la volonté de toucher du doigt le fond des choses, okay. D'aller au bout et puis de comprendre exactement ce qui se passe. Parce que les textes anciens coréens, ouais, sont trop différents avec le réel que moi je vis, que j'expérimente, c'est-à-dire la culture coréenne au quotidien, dans la communauté coréenne à Paris, qui est l'élite. Je l'avais dit la dernière fois, et je ne le disais pas gratuitement, parce que la société coréenne et la culture coréenne qu'elle fait vivre, cette société coréenne est une société hiérarchisée et très structurée. Et c'est cette élite qui fabrique la culture. C'est cette élite qui présente les modèles et les impose au reste de la société, au reste des Coréens qu'ils vivent en Corée ou hors de Corée. Et il y a beaucoup de Coréens hors de Corée. Depuis la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, à cause de la colonisation japonaise. Donc il y a beaucoup qui ont fui. Donc il y a une grande communauté coréenne au sens large, en Chine par exemple, ou aux États-Unis. Et puis dans le reste du monde. Donc c'est une population qui va à pas moins de 5 millions de personnes. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Voilà, c'est tout un pays. Hein. Il y a des pays qui ont 5 millions de personnes, comme par exemple le Danemark, si je ne me trompe pas. Donc, il y a ce hiatus, n'est-ce pas? Il y a ce décalage très très fort entre donc une histoire glorieuse, technique, théorique, officielle, et puis un peuple, une élite qui fait avec les moyens du bord, qui a très très peu de choses. C'est un Africain qui parle. En tant qu'Africain, quand je regarde la culture des Shilla et ce que cette élite, c'est-à-dire c'est les membres de l'ambassade, c'est les équipes d'encadrement des grandes sociétés coréennes, Samsung, LG et tout ça. Donc ils font avec très peu de choses. Et dans leur comportement, dans nos habitudes au sein de la communauté, je ne vois pas la grandeur qui est annoncée dans l'époque, par exemple, l'âge d'or de la Corée à l'époque du roi Sejong, qui est vraiment le plus grand
dirigeants de toute l'histoire de l'Asie. C'est dit officiellement et je confirme que dans mes recherches, c'est vraiment un grand roi et c'est surtout le roi le plus honnête. C'est pour ça que je le mets moi-même aussi sur un piédestal. On devrait même l'appeler le très grand roi Sejong parce que, et ça je l'ai dit dans mes vidéos donc je ne fais que répéter. D'accord, okay. Voilà. On y reviendra. Donc, les amis, pour ceux qui n'ont pas assisté donc à l'émission de la dernière fois, donc toi tu entres dans la communauté, bon tu fais tes études et tes études te poussent à faire la rencontre de Coréens à Paris. Donc petit à petit tu entres dans cette communauté-là, tu vas te lier d'amitié à une fille, une Coréenne. Voilà, mais je me lie d'abord d'amitié avec elle avant de. C'est elle qui va m'introduire dans la communauté. C'est important parce que ce sont des gens fermés. C'est-à-dire, voilà, c'est un. Comment dire ça? C'est un système exclusif, n'est-ce pas? Voilà. Ultra communautaire. Oui, ultra communautaire. Ils sont entre eux. Il faut qu'ils vous reconnaissent. Et qui se reconnaissent en vous pour que vous puissiez entrer, c'est-à-dire vous n'avez quasiment aucune chance d'y être. C'est pas mal quand même, d'accord. Voilà. Oui, je suis pas contre ce système-là. Moi, je pense que si le peuple noir fonctionnait comme ça, bon. Voilà. Sur ce principe, moi, je leur ai jamais rien reproché. Sur ce type d'organisation, hein, ils ont la liberté de vivre entre eux. Moi, ça m'a jamais posé aucun problème. D'accord, ok. Donc, toi, tu intègres la communauté. C'est ça. Et c'est progressivement, tu décides, après avoir observé un certain nombre de choses, toi, tu décides, d'accord, en tant que chercheur à l'époque ou pas encore chercheur? Non. En tant qu'Africain, je travaillais à l'époque. J'étais sorti de la fac. J'ai eu plusieurs expériences professionnelles. J'ai travaillé un peu dans la banque, un peu dans des entreprises familiales, dans plusieurs secteurs industriels, tout en ayant une activité que j'aime bien, c'est-à-dire celle de donner des cours à des jeunes gens un peu comme ça, comme une activité sociale. Oui. Donc ça, je l'ai toujours fait. Donc en étant dans l'éducation. Donc non, j'avais une vie un peu qu'on appellerait normale. D'accord. Voilà. D'accord, okay. Donc c'est ce projet personnel décidé à titre individuel parce que j'avais bien conscience que j'étais privilégié par rapport au reste de la population. Si on considère que le point focal c'est la culture coréenne, j'avais le privilège en tant qu'étranger de vivre en direct la véritable culture coréenne, pas les histoires qui sont racontées et dans les livres techniques universitaires et dans la version plus légère, plus brillante, plus comment dire ça, plus jolie, plus papier glacé et des agences de tourisme et des centres culturels coréens. Non, la vraie culture coréenne et comme je suis quelqu'un qui observe et surtout cette société coréenne, c'est une société confucéenne. Et je l'avais dit rapidement la dernière fois, c'est très important de s'en souvenir parce que c'est le confucianisme qui est une philosophie, mais qui fonctionne quasiment comme une religion. La société est organisée sur la base des règles du confucianisme qui organisent la société un peu par tranche. C'est-à-dire que la société est organisée par tranche d'âge, par exemple, et ces tranches d'âge les individus donc sont comment dire ça, les relations entre les individus sont organisées, n'est-ce pas? C'est le cas dans tous ces pays, surtout en Asie de l'Est, Chine, Japon, Corée du Sud, Corée du Nord, sont confucéens. Mais en Corée, ce système est appliqué de manière beaucoup plus conservatrice. C'est-à-dire que le confucianisme organise les relations, par exemple, entre le mari et la femme, entre les gens du même âge, n'est-ce pas, quel que soit l'âge, entre comment dire, entre les jeunes, n'est-ce pas, de manière générale, entre les supérieurs et les inférieurs, que ce soit dans un contexte professionnel, à la maison, etc., entre le dirigeant et le peuple, n'est-ce pas? Ces relations sont organisées, ces relations hiérarchisées sont organisées et pour que la société fonctionne de manière, on va dire, ordonnée, n'est-ce pas? Un certain ordre. Et cette organisation, cette hiérarchisation se retrouve même jusque dans la langue. C'est pour ça que quand vous parlez coréen, il n'y a pas un seul mot pour désigner une chose ou une situation. Vous avez 3 ou 4 mots pour signifier le degré de respect que vous allez accorder à votre patron ou à votre collègue qui est du même niveau que vous ou du même âge que vous. Vous voyez, si vous parlez à votre patron, vous utilisez d'autres verbes ou d'autres mots pour dire exactement la même chose à votre patron, à votre collègue.
Parce que certains mots sont là exprès C'est vraiment pour s'adresser au supérieur d'accord. et signifier le respect, n'est-ce pas? D'accord. Voilà, D'accord. donc ça je l'ai. Non seulement c'est dit dans les livres, mais ça c'est la théorie. Dans la réalité, c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus concret, parce que c'est une culture de l'émotionnel. C'est pas une culture comme la culture française qui peut se vivre à distance. Il y a plein de gens qui vivent en France sans jamais avoir vraiment fréquenté les Français. Mais ils parlent français, ils vivent en France et ils ne sont pas dépaysés. Ça c'est quasiment impossible en Corée. Si vous vivez en Corée, même si vous parlez le coréen, si vous n'êtes pas en contact avec les Coréens, moi je vous dis tout de suite, vous n'êtes pas en Corée. D'accord. Non, vous n'y êtes pas. Et c'est la même chose au Japon. Si vous n'êtes pas en contact physique avec les Japonais, c'est-à-dire, je dis bien physique, puisque l'enjeu, c'est la relation interpersonnelle. Oui. Et ça, c'est le confucianisme. Il faut une relation, et cette relation interpersonnelle, ce qu'on appelle en français l'amitié, oui, de manière générale l'amitié, hein, n'est-ce pas? Mais au sens certain, parfois précis, l'amour, pour parler d'un mari et d'une femme, par exemple, ou la filiation, n'est-ce pas? Le rapport entre les parents et les enfants, ces liens-là, n'est-ce pas? Ces liens-là sont affectifs. Hein, l'amitié, c'est un lien affectif, non? Voilà, c'est ça. C'est ce lien-là qui est organisé par le confucianisme, et puis finalement, sur lequel la société se repose. Du coup, tu décides de faire tes recherches pour essayer de raconter l'histoire, d'accord, de l'Asie, parce que étant dans cette communauté-là, la communauté coréenne, dans sa Non, l'histoire de la Corée. L'histoire de Donc la je me Corée. lance dans la recherche pour mieux comprendre pourquoi il y a cette différence entre la théorie et puis la réalité Toi, que je vis. Tu la découvres, tu la ressens. Oui, Pendant- oui, moi je vis la culture. Une Et différence. entre le vécu et les textes, naturellement, je donne la priorité au vécu parce que c'est beaucoup plus clair, hein. de ce vécu que les écrivains ou les auteurs écrivent les textes, n'est-ce Normalement, pas? normalement, Voilà, c'est ça. c'est ça. Donc, c'est le réel qui a la priorité. Donc, des deux versions, c'est la réalité. Ok. Donc, je me dis, mais pourquoi la réalité est différente? Donc, c'est le but de la recherche, Ok, au départ. ça marche. Donc en faisant ça, comme tu nous as dit la dernière fois, tu fais une grosse découverte. Tu constates que cette histoire, qui est très bien racontée, pose énormément de problèmes. C'est-à-dire concrètement, au niveau du socle, il n'y a rien. Il n'y a rien en bas. C'est ça. C'est ce qui te pousse, toi, à creuser davantage. Et quand tu creuses davantage, tu découvres quelque chose qui te fait tic. C'est quoi exactement? Alors, c'est très simple. Donc, il y a une première phase de recherche qui va durer à peu près une douzaine d'années. 12 ans quand même. Oui, en sachant bien que au départ, je n'imagine pas que je vais me Tu retrouver. as toute cette motivation de bosser 12 ans sur d'abord un projet qui ne nous concerne pas, enfin, N'est-ce pas? qui s'apparente à la passion. Mais moi, j'ai jamais imaginé que je ferais les découvertes T'avais le que temps je de vais le annoncer. faire, c'était quoi? C'était une passion, c'est l'ennui, tu avais le temps de le faire ou c'était juste parce que il y a même ce petit côté fascinant? D'abord, l'intention de départ, elle était très sérieuse. Quand je décide de vouloir écrire une série littéraire pour raconter la culture coréenne, donc à travers une fiction, c'est-à-dire c'était une série policière. Ah, Mais c'est ce que je voulais faire au départ. Oui, c'est ça, c'est l'idée de départ. Moi, je suis très sérieux quand je veux faire ça. Et j'ai le soutien de ma fiancée, Ok. voilà, qui était coréenne, donc il n'y a aucun problème. Mais je ne peux pas le faire parce que les informations qui vont me servir de matériaux ne sont pas fiables. Je le sens bien, je le vois bien. Donc, je me lance dans la recherche et je me rends compte que finalement, il faut tout étudier. Wow. Et je change toute ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que je travaillais en même temps, et donc je faisais la recherche le soir. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. Et le soir, j'avais plus de force. Et donc j'ai compris qu'il fallait faire un choix. Ou tu es chercheur à plein temps, ou ça. tu laisses tomber et puis tu continues ta vie. Voilà. Et j'ai décidé de faire la recherche. Wow. J'avais des économies à l'époque. Je me suis réorganisé avec ma fiancée qui travaillait, qui était pianiste. Et je me suis concentré sur la recherche. J'ai changé. Bon, ma vie était très très simple. C'est-à-dire que ça ne m'a pas coûté tant d'efforts que ça. Je suis revenu à un rythme de travail que je connaissais depuis la fin du lycée, l'université. C'est-à-dire travailler à peu près 15 heures par jour. Un rythme bien, mais qui était naturel pour moi. Donc, c'est à ce rythme que j'ai travaillé pendant une douzaine d'années, en essayant d'avoir une vie sociale, mais beaucoup moins qu'avant, pour arriver à la réponse de la première question que j'avais sur la table, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'histoire de l'Asie en fait? Donc,
avec cette masse d'informations sur toute l'histoire de l'Asie, j'ai compris ce que c'est. C'est-à-dire que l'histoire de l'Asie, c'est une construction intellectuelle, ce n'est pas la réalité. Okay. Et ça, je pouvais bien le voir parce que cette masse d'informations, c'est-à-dire des dizaines de milliers de livres que j'ai lus, de toute nature, que ce soit les textes historiographiques les plus anciens sur lesquels repose l'histoire officielle et de la Chine, et des deux Corées, et du Japon, il faut ajouter les textes produits par les chercheurs, donc ce qu'on va retrouver, ce qu'on appelle les essais, écrits sur l'histoire de ces pays-là, donc par les auteurs de toutes sortes, qu'ils soient universitaires ou pas, qu'ils soient coréens, japonais, chinois, américains, africains ou pas. Ensuite, j'ai même lu les fascicules, tous les fascicules qu'on peut trouver même qu'on peut trouver dans les centres culturels, toutes les informations produites par ces peuples pour dire voici qui nous sommes, venez vers nous, c'est-à-dire voici ce que vous allez découvrir et voici ce que nous vous proposons. D'accord. N'est-ce pas? Voici notre identité. Donc j'ai tout lu et c'est ça que après 12 ans, j'ai comme image statistique, j'insiste bien sur statistique, de l'histoire de l'Asie. Donc l'histoire de l'Asie, c'est une fabrication intellectuelle. Et aujourd'hui, on sait bien que la plupart des... Là, tu le dis sans doute. Hein. Mais il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une construction des historiographes chinois, puisque, je l'avais dit la dernière fois, après, donc, j'ai constaté qu'il y avait une destruction à grande échelle et sur le long terme, c'est-à-dire en centaines d'années, sur plusieurs siècles, de royaumes qui existaient en Asie, dont les anciens Grecs ont parlé, Aristote, Homère. Donc, ils parlaient de l'Asie comme d'une Afrique de l'Orient, orientale, n'est-ce pas? Si on traduit leurs termes. Donc, on a des auteurs anciens qui avaient déjà rencontré l'Afrique dans cette partie du monde. Et qu'ils comparaient à ce qu'ils avaient laissé sur le continent ou ce que leurs ancêtres disaient du continent, ceux qui étaient venus étudier dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui le nord de l'Afrique et certains qui ont pu voyager jusqu'au ce qu'on appelle le Soudan, n'est-ce pas? Kouch, la région couchite et tout ça. Moi, la question que j'allais te poser, excuse-moi de te couper, c'est en fait parce que quand tu dis qu'ils ont complètement polissé leur histoire, fabriqué même… Oui, c'est une fabrication, c'est-à-dire qu'on a détruit… quand on a détruit, la destruction fait partie d'un plan politique qui repose sur une idéologie qui est celle de la supériorité de la race blanche sur la race noire. Ce ne sont pas simplement des peuples qui se battent comme ça pour s'accaparer des ressources, qui se disputent des ressources, des territoires, des femmes, des points d'eau. Non, il y a une volonté manifeste et qui repose sur un peuple en particulier, c'est-à-dire l'ethnie Han, qui sont appelés aujourd'hui les Chinois. Ce sont eux qui incarnent cette volonté d'éradiquer la race noire, parce que c'est comme ça qu'ils identifient ces peuples, et spécifiquement la civilisation africaine qui est leur culture, n'est-ce pas, qui est une culture de science, ce qu'on appelle science, mais qui est un nom étranger aux Africains, puisque ces informations qu'on appelle science, c'est la culture africaine. C'est le résultat de cette interopération entre le peuple africain et la nature qu'ils essaient de comprendre pour pouvoir être toujours en harmonie avec elle, n'est-ce pas? Donc, sur des centaines d'années, donc moi dans le livre et dans l'entretien, j'avais parlé la dernière fois du dernier millénaire avant notre ère, pour ne pas aller trop loin. Et dans la longue introduction du livre, j'ai été dans le détail. Donc, j'ai donné quelques exemples de peuples qui sont par exemple installés aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, et qui sont venus en réalité de ce qu'on appelle aujourd'hui la Chine, au-delà des montagnes qui se retrouvent au sud de la Chine, qu'ils ont traversées pour aller massacrer par exemple tous ces peuples dont ils occupent les territoires aujourd'hui. Et ça, c'est une entreprise généralisée à l'échelle continentale. D'accord. N'est-ce pas? Voilà. Pour pas que justement ceux qui nous suivent se perdent, on va essayer de détailler un tout petit peu. C'est-à-dire que parce que là, on part d'abord du principe que tu constates qu'il y a une histoire qui est falsifiée. Donc quand tu commences à creuser, tu te rends compte qu'en fait, il y a quelque chose que les gens cachent. C'est ça. Et cette chose justement que les gens cachent, c'est l'histoire de l'Afrique. Donc, il y a dans cette partie du monde, comme tu disais, racontée par… l'histoire des Africains en Asie. C'est ça. Voilà, on peut aussi dire l'histoire de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique en Asie, donc racontée par des historiens étrangers à l'époque, d'accord, qui ont clairement expliqué que dans cette partie du monde, il y avait les Africains. Donc, les amis, on parle d'abord de ce point-là. D'accord. Donc, en Asie, vivent à l'époque des Africains. Donc, il y a un peuple
qui arrivent d'où précisément? Les Han, ils viennent d'où précisément? Non, les Han, c'est un peuple rouge. Ce sont des nomades. Ces Han, c'est-à-dire les Chinois qu'on voit là. Ceux-là qu'on connaît du 21e siècle, ce sont leurs ancêtres. C'est un peuple nomade. Donc ils viennent de Mongolie, de machin. Oui, oui, dans cette région, dont ils se baladent entre l'Asie centrale, qui est une région très importante. Donc, plaçons-nous au niveau de l'Afghanistan, n'est-ce pas? Et traçons une verticale. Donc, on va mettre de côté le reste de l'Asie qui se trouverait entre cet Afghanistan, justement, et par exemple le Liban. Donc, on ne s'intéresse pas à cette partie. Donc, on reste sur la projection Asie centrale, donc une verticale comme ça, jusque vers le Japon. C'est cette zone-là qui nous intéresse, sur laquelle il faut se concentrer. D'accord. Donc, ils viennent du Nord? Oui, ce sont des peuples du Nord qui viennent d'Asie centrale et qui occupent plutôt les zones Nord, parce que il faut bien avoir en tête que ces zones au Nord, les plus septentrionales, sont aussi les régions les plus riches. Oui, c'est pas par hasard, c'est pas parce qu'ils aiment bien le froid ou parce qu'ils aiment bien le Nord comme ça, parce que ça sonne bien. Non. C'est parce que ce sont les territoires les plus riches. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire du monde sur le long terme et surtout l'histoire des peuples rouges, on constate que ces peuples rouges sont venus de cette région qu'on vient de préciser, n'est-ce pas, d'identifier, sur laquelle nous concentrons, et qu'entre ces peuples rouges, la guerre a toujours été permanente. C'est-à-dire, elle continue jusqu'aujourd'hui. C'est ce qu'on voit là entre les Russes, par exemple, et puis les peuples d'Europe de l'Ouest, n'est-ce pas, avec leurs cousins qui sont récemment installés dans les Amériques, les Euro-américains. Les peuples rouges, c'est-à-dire les peuples nomades, se sont toujours battus, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il n'y a pas un bloc comme ça qu'on peut appeler… Dans leur ADN, quoi. C'est dans leur ADN. Je ne sais pas si c'est dans leur ADN, mais c'est dans leur culture de se battre pour se disputer tout et n'importe quoi. Donc la diplomatie, ça leur est totalement étranger. La diplomatie, c'est une valeur africaine. Ce sont les Africains qui ont créé et développé la diplomatie, qui est un élément culturel africain. C'est-à-dire parlementer au lieu de s'entretuer pour résoudre un problème. C'est ça. D'où le concept de l'arbre à palabre. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ces rouges se sont toujours battus et les vaincus sont repoussés vers le sud et vers l'ouest. C'est-à-dire que… On parle des noirs alors. Non, on parle des rouges. D'accord. Les vaincus, c'est qui? Non. Là, je disais que les peuples rouges se sont toujours battus. C'est-à-dire que quand on parle de l'histoire du monde à long terme, ceux qui sont au nord, installés au nord jusqu'aujourd'hui, ce sont ceux qui sont à considérer selon leur hiérarchie, leur univers mental. Des rouges là, ceux qu'on appelle les blancs, mais moi je les appelle les rouges parce que historiquement, nous les noirs ou plutôt les Africains, on les appelle les rouges. C'est comme ça que nos ancêtres les appelaient. Donc j'ai gardé cette terminologie, n'est-ce pas? Parce que les appeler blancs, ça introduit des idées ou des concepts. Oui, voilà. Non, il n'y a pas de rouge. Non, donc pour faire simple, les Han, comme les Mongols, les Jurchets et plein d'autres peuples dont on n'a même plus de traces, n'est-ce pas, sont des nomades. Les rouges, à 98%, sont tous des nomades. Rares sont les peuples rouges qui ont adopté le modèle africain sédentaire pour pouvoir développer ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation, qui est le mode de vie des Africains et qui s'organise autour de l'agriculture. C'est-à-dire que les gens vont s'installer à un endroit, exploiter la terre au sens de l'entendement des agriculteurs, n'est-ce pas, et vivre là en respectant les ressources disponibles, en étant en harmonie avec la nature, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Parce que c'est la nature qui vous nourrit, qui vous donne l'eau potable, et c'est le sol qui fait pousser les plantes, que vous allez cueillir de temps en temps pour faire bouillir la marmite, comme on dit, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Ça, les rouges ne savent pas faire. C'est très très récemment qu'ils le font, et ils font semblant. On le voit bien. Ils le font. Tous les peuples rouges, y compris ceux qui sont en Europe de l'Ouest où nous sommes, font semblant. Ils font semblant d'être des peuples sédentaires dans la réalité de leur comportement. Et on le voit bien, une fois qu'ils sortent de leurs frontières, ils reprennent des mauvaises habitudes, c'est-à-dire détruire tout ce qu'il y a autour d'eux. Et parmi ces peuples rouges, il y a des spécialistes de la destruction. Et quand je dis ça, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est l'observation de la science, c'est l'observation que j'ai faite sur le long terme à travers leur réalisation, entre guillemets.
Je dis ça entre guillemets parce que nous, les Africains, nous sommes intéressés par la vie et pas par la destruction. Nous sommes des constructeurs. Donc, quand j'ai affaire à des destructeurs, non, je dis non, n'est-ce pas? Voilà, je suis pas du tout d'accord. Donc, parmi ces peuples, vraiment les spécialistes, c'est-à-dire que c'est leur ADN, c'est leur culture, c'est le fond de leur tradition. Je parle là des Han. C'est un peuple qui est spécialisé dans le meurtre de masse. Donc tu l'as dit, toi, les Han Absolument. sont les ancêtres des Chinois. Appelés aujourd'hui les Chinois. Okay. Absolument. Parce que quand j'ai fait mes recherches, ils sont impliqués à un moment ou à un autre avec d'autres peuples dans la destruction de ces États. Et c'est ça qui va les amener, in fine, à un moment donné, à fonder leur État, qu'on appelle aujourd'hui l'État chinois. L'État chinois, sur la base de mes recherches et de mes trouvailles, n'existe que depuis l'an 581 de notre ère. C'est-à-dire quasiment la fin du 6e siècle. Avant le 6e siècle, je ne vois nulle part un État chinois. L'ethnie Han existe, mais en tant que tribu, comme il y en a beaucoup d'autres, qui va et vient et vivote. Dans les textes officiels anciens, on parle d'une dynastie Han antérieure du 3e siècle avant notre ère. On raconte beaucoup de choses, mais bon, tout ça c'est gratuit, hein. C'est à prendre ou à laisser. Moi, je laisse parce que j'ai du mal à caractériser tout ça. Oui, mais parce que si je laisse, je vois que ça ne m'empêche pas de pouvoir faire les analyses pertinentes. C'est plus un conte de fées, quoi. Non, c'est un conte de fées comme quasiment tous les textes chinois qui sont là, qui sont des inventions des historiographes sur commande de l'État pour pouvoir créer une nouvelle réalité qui va remplacer les destructions qui ont été faites. Donc, on va génocider les peuples noirs, s'approprier leurs ressources, s'approprier leur culture parce que leur culture et leur identité. Mais oui, mais parce que c'est ça l'enjeu. Ils ont bien vu que ces peuples sont prospères et ces peuples sont capables de vivre, d'être riches, de développer des industries. Ce qui leur a permis. Mais ces peuples, nous, on a décidé qu'ils étaient inférieurs. Donc, on va les éliminer et puis prendre leur place. Mais on garde, les Han, là, ils ne perdent pas le nord. Hein. Mais on garde les richesses. Parce qu'on sait que aussi la culture. Parce qu'on sait mais puisque cette culture, c'est la science. Et c'est cette science qui permet, par exemple, de développer des techniques comme des industries comme l'industrie de la soie. L'industrie de la soie qui est l'équivalent des hautes technologies de l'époque, n'est-ce pas, de cette antiquité en Asie. Elle a été développée par les Africains comme la culture du riz depuis des millénaires, par les peuples d'origine africaine, qui sont parmi les premiers à s'installer et qui ont cette culture qui met au centre de sa vie l'agriculture. C'est pas les Rouges sont incapables de faire ça parce que d'abord ils sont pas agriculteurs, donc ça les concerne pas. Ils vont d'un point à un autre. Au gré des ressources disponibles, n'est-ce pas? Le bois pour faire le feu, l'eau potable, ainsi de suite, n'est-ce pas? Les femmes pour se reproduire, ainsi de suite. Et quand il n'y en a plus, on se déplace et on peut considérer que l'endroit a été pollué, qui est stérile. On sait comment ça fonctionne. Et puis se déplace pour soit trouver un autre endroit où les ressources naturelles sont disponibles, ou alors ils vont carrément s'attaquer à un peuple sédentaire qui a ses champs de blé, de ceci, de cela, qui a ses troupes, son bétail, n'est-ce pas? Et là, ça peut nous amener à une guerre, n'est-ce pas? Le vaincu disparaît pour laisser au vainqueur toutes ses richesses. D'accord. Donc, on écrit donc, pour revenir aux Han, puisque ce sont eux qui ont fait l'essentiel de ce travail. Mais ils ne le font pas tout seuls, parce que sinon ça n'aurait pas marché. Il y a d'autres peuples qui les accompagnent dans ces aventures. Qui aujourd'hui, qu'on peut identifier? Non. Par exemple, dans le cas qui nous intéresse, qui est celui de Kudara, ça c'est certifié, c'est du 100% sûr, puisque dans l'histoire officielle, les ancêtres des Sud-Coréens, c'est-à-dire les Shilla, ils revendiquent la destruction ils ne disent pas Kudara, du royaume qu'ils appellent Pekche, mais qui en réalité est Kudara. D'accord. Pekche étant un nom qui a été inventé par les historiographes chinois, qu'on retrouve dans les textes chinois, donc qui a été créé par la Chine et repris par leurs associés, par leurs alliés, n'est-ce pas? D'accord. Donc il y a toujours cette volonté-là, vraiment d'effacer le nom, l'histoire de. Voilà, c'est ça le principe. On a une idéologie, la supériorité de la race blanche, qui est le moteur, n'est-ce pas, le moteur de la politique qu'on va diffuser à partir de l'Asie centrale, c'est parce que c'est de cette région que viennent tous les problèmes. Donc, les peuples viennent d'Asie centrale et ils descendent, n'est-ce pas,
avec les forces armées pour détruire les nations africaines et les Noirs en général. Donc, au nom de cette idéologie. Donc, on détruit, mais on détruit surtout les individus, dont les individus sont éliminés et puis les richesses sont conservées, n'est-ce pas? Et puis, échangées entre ces peuples nomades vainqueurs qui ont comme autre aspect de leur culture le commerce. Ils vendent tout, absolument tout. Non seulement les marchandises, mais également les hommes, n'est-ce pas? Qui sont pour eux des esclaves. On a une idéologie de la supériorité de la race blanche qui permet qui m'autorise la politique. Donc, les tribus et essentiellement les Han, dont je continue à les citer, mais ils ne sont pas seuls. Mais je les cite parce que c'est la Chine qui va prendre la responsabilité officiellement à travers ces textes anciens que j'ai cités, mais qui font l'histoire officielle. Toutes les dynasties, à un moment ou à un autre, parlent de leurs émissaires qu'elles envoient chez les peuples barbares pour y recevoir les textes bouddhiques. Ce qu'on appelle le bouddhisme, donc le bouddhisme, c'est pas le bouddhisme tel qu'il apparaît aujourd'hui, qui est une philosophie, une religion. Le bouddhisme, c'est tout simplement la science. Mais c'est la science telle qu'elle a été traduite dans le chinois de l'époque par des gens qui n'y comprenaient rien à la science. D'accord. Quand c'était des Chinois et qui ont plutôt modifié l'aspect des choses quand c'était les survivants de ces massacres, c'est-à-dire nos ancêtres africains qui ont traduit les textes en langue chinoise de manière imparfaite pour que les Chinois n'aient pas, ou plutôt, pour que les Han n'aient pas un accès immédiat et total à la science. Un peu comme ce qui s'est passé en Égypte pharaonique avec les Grecs. Parce que à l'époque où les Grecs, à l'époque où les Grecs arrivent là-bas, tout ce qu'on connaît et qui ont étudié là-bas, les Thalès, les Pythagore et tout ça. Donc ils ont étudié là-bas, mais les études qu'ils ont faites, c'est des études, les transmissions qu'ils ont reçues, les informations qu'ils ont reçues, ont été faites par la force. Parce que c'est un territoire qui est dominé militairement, politiquement, n'est-ce pas? Donc les grands maîtres africains qui étaient encore là travaillaient sous la contrainte. Il ne faut pas se leurrer, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà, c'est la même chose en Asie. Donc, les survivants de ces massacres, ce sont surtout des scientifiques, ceux qu'on peut appeler aujourd'hui des scientifiques. Parce que les Chinois en ont besoin, ça, je ne rentre pas dans les détails parce que je l'ai dit dans le livre, les Chinois en ont besoin pour traduire les textes. Tous ces textes dans lesquels on va consigner la connaissance. Et c'est tous ces textes-là qui vont, in fine, permettre de construire intellectuellement ce qu'on va appeler plus tard le bouddhisme. C'est-à-dire un ensemble de connaissances qui permet au pouvoir politique de contrôler la population par l'esprit et non plus par la force. D'accord. Attends, vite, petite pause, les amis. Donc, ce qui veut dire que, pour ceux qui ne savent pas, l'origine du bouddhisme est africaine. Mais il n'y a aucun doute là-dessus. Ou c'est en discussion puisque on a des représentations de Bouddha dans toute l'Asie jusqu'à la fin du 19e siècle qui est typiquement négroïde. Et on sait que tous les peuples négroïdes sont des Africains. Et c'est très difficile ou quasiment impossible de trouver la preuve du contraire, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est ce Bouddha qui va être très récemment, mais c'est-à-dire au XXe siècle ou à partir de la fin du XIXe, blanchisé. Bon, j'ai expliqué ce processus aussi dans le livre. Et j'ai dit qu'à mon avis, c'était de la part de ces peuples rouges là d'Asie pour répondre à l'arrivée des rouges d'Europe qui viennent coloniser l'Asie. C'est-à-dire que l'arrivée des rouges d'Europe, depuis les explorateurs, n'est-ce pas, il y a des jésuites qui arrivent en Asie à l'époque, et jusqu'aux militaires, on va dire, qui arrivent à la fin, depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à la fin, et puis le début du 20e siècle, c'est-à-dire les Américains par exemple, mais aussi les Français, les Hollandais. Donc il y a une course à un moment donné pour essayer de coloniser cette région-là, c'est-à-dire la Corée par exemple. C'est ça qui va aboutir à la colonisation du territoire coréen par les Japonais, parce que ce sont les Japonais qui vont remporter ce concours à la captation géostratégique des territoires. C'est-à-dire, l'objectif, c'est pas d'abord simplement les ressources, en tout cas du point de vue du Japon, parce que le Japon, il a des liens avec l'Afrique, avec la Corée depuis des siècles, et ils n'ont pas colonisé la Corée. Pourquoi? Simplement à partir du milieu du 19e siècle. Mais c'est parce que
la pression qui est provoquée par l'arrivée des Américains et des Européens avec les forces armées et une nouvelle idéologie qui est celle de la domination militaire au lieu des relations confucéennes reposant sur la morale comme avant, à l'époque où c'était plutôt la Chine qui contrôlait l'espace, change tout, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que la question, la manière de régler les problèmes à cette époque va être simplement militaire. Et donc, c'est comme ça que dans la construction des nouvelles idéologies et d'une nouvelle identité, ces peuples rouges d'Asie vont également changer leur représentation du bouddhisme et du Bouddha qui va devenir blanc, c'est-à-dire comme eux. D'accord. Voilà, donc le Bouddha noir va disparaître, Ok. n'est-ce pas? Cette question de l'effacement du monde noir C'est ça. pour le remplacer par des populations rouges Tout à fait. ou blanches pour ceux qui ne comprennent pas encore, avec qui s'accaparent donc les richesses et les cultures. Les cultures qu'on voit aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle, dans toute cette Asie et particulièrement dans la zone qui nous intéresse, c'est-à-dire l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est, jusque vers le Japon, tout ce folklore, ce sont les traditions des peuples qui ont disparu là depuis au moins 1500 ans, 2000 ans, qui ont été repris tels quels, texto, par les peuples rouges qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'est pas leur culture, ce ne sont pas leurs traditions du tout. Et si vous voyagez, par exemple en Thaïlande, et que vous avez l'impression de reconnaître certaines manifestations de la culture africaine, d'où vous venez, c'est pas le fruit du hasard. C'est normal. Oui, c'est normal parce que ceux-là sont les descendants des criminels qui ont tué les peuples noirs africains, de culture africaine qui étaient là à l'époque et qu'on a effacé l'histoire. Et qu'on a oublié parce que les Chinois ont réécrit l'histoire. C'est ça qu'on appelle les textes anciens chinois qui servent à l'université, n'est-ce pas? Qui servent aux institutions, c'est-à-dire le gouvernement et de manière générale aux États, à s'assurer que l'histoire ancienne, la civilisation africaine ne va apparaître par aucun moyen. Donc voilà, c'est ce système que j'ai réussi à renverser. C'est-à-dire que j'ai démontré qu'il y a bien des Africains et la civilisation africaine qui a existé là avant ce qu'on connaît et que ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'histoire officielle de l'Asie, est une fabrication par le peuple Han et plus particulièrement ce qu'on appelle les Chinois, puisque l'État de Chine, pour moi, il est créé à partir de l'an 581, c'est-à-dire la fin du 6e siècle. Ils n'ont pas 5000 ans d'histoire et l'histoire officielle ne permet pas de le démontrer. C'est à prendre ou à laisser. Et la plupart des peuples l'ont accepté. Mais moi, quand je regarde l'histoire de la Chine, je ne vois 5000 ans d'histoire nulle part. Donc, ce qui constitue l'histoire de la Chine et plus généralement l'histoire de l'Asie est en fait l'histoire des peuples qui ont disparu et qu'on a sinisé. Tous les noms des auteurs, tous les aspects culturels, par exemple la médecine, la philosophie, tout ça a été estampillé chinois. Voilà. Donc, ils se sont appropriés l'histoire de nos ancêtres, les savoir-faire de nos ancêtres, les richesses de nos ancêtres. C'est ça qui fait ce qu'on appelle les routes de la soie. Les routes de la soie, ce sont les routes du sang et de la mort. Bon, ok. N'est-ce pas? On va C'est ça. Tu vas développer ça. Voilà, on va développer ça plus tard. Nos éditeurs puissent comprendre réellement de quoi voilà. Et c'est ça donc ça, c'est le résultat de mes découvertes de la première phase de recherche. C'est-à-dire, il y a un monde qui a disparu. C'est ça. Il y a un monde qui a disparu. Et ce qui me permet de le dire, c'est parce que j'ai compris que le monde officiel est une fabrication. Et surtout, j'ai pu démontrer dans le livre, dans le détail, que cette histoire officielle n'a pas simplement été fabriquée comme ça, à la va-vite au hasard. C'est une construction intellectuelle très savante qui repose sur la réalité, c'est-à-dire qu'on n'a pas effacé complètement la réalité. On va se reposer sur des éléments clés de la réalité pour fabriquer donc la vérité. Donc, on va se reposer sur certains moments clés ou certains faits clés de la vérité historique qu'on veut effacer pour fabriquer une nouvelle réalité dans laquelle tous les peuples d'Asie sont enfermés. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous étudiez, par exemple, l'histoire de l'Asie, quel que soit le pays, vous êtes dans cette illusion de l'histoire. C'est-à-dire, c'est dans cette fable. Oui. Et tout ce que vous faites, surtout quand vous êtes étranger et que vous apprenez la langue, vous rentrez dans ce piège. C'est ça.
Donc, quand on vous enseigne la langue chinoise, la langue coréenne, la langue japonaise, c'est pour vous donner le passeport afin de rentrer dans cette illusion. Parce que ça se voit plutôt par les Chinois eux-mêmes. Est-ce qu'ils sentent qu'à un moment donné, il y a un flou quelque part, ou il y a un vide quelque part, ou c'est tellement bien fait qu'ils intègrent ça facilement? Non, depuis l'enfance, depuis la naissance, les gens sont éduqués pour accepter le monde tel qu'il est. Et les textes, les livres sont là pour matraquer constamment à l'esprit, au cerveau des individus que ce qu'on vous dit, c'est ça la vérité, n'est-ce pas? Et les gens finissent par l'accepter et les gens ne se posent pas de questions. Et tout fonctionne tant qu'il n'y a pas de remise en cause de ce système. Donc, mais ça, c'est un fait connu. L'esprit critique n'existe pas en Asie. Ça ne fait pas partie de l'éducation. Sinon, les gens se poseraient des questions à un moment donné. Ça, c'est certain. C'est comme ça. On leur dit, c'est comme ça. C'est l'histoire. Et surtout, le fait de remettre en question notre réalité, notre culture, notre histoire, peut être assimilé à un acte de trahison. Hein? C'est comme le reniement de vos ancêtres. C'est même inscrit dans la nouvelle culture que se poser des questions. Je ne peux pas dire, je ne sais pas si c'est écrit quelque part, mais c'est un fait avéré. C'est un comportement qui est facilement identifiable. N'est-ce pas? Bon, voilà. Je ne peux pas citer précisément que telle personne avait dit que, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Mais ceux qui connaissent, voilà. Et on a plein d'Asiatiques autour de nous. Par exemple, l'éducation, par exemple, universitaire, académique, la manière dont on enseigne, où on éduque en Asie, c'est ce qu'on appelle en français le bachotage. On apprend par cœur. Ce n'est pas le fait du hasard. Quand on apprend par cœur, on n'a pas le temps d'analyser. C'est ça. Il n'y a pas l'esprit critique. Il n'y a pas d'esprit critique. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'esprit critique n'est pas reconnu. Non seulement dans les institutions comme dans les institutions dédiées à l'apprentissage, comme par exemple les écoles, les universités et tout ça, la maison aussi, hein, le foyer, mais également par exemple à l'extérieur. Quand les gens discutent dans les réseaux sociaux, les médias, il est bien connu que l'État chinois, par exemple, surveille les réseaux sociaux. Il y a même pas, ils ont même leur réseau fonctionne en circuit fermé, n'est-ce pas? C'est ça. C'est pas le fruit du hasard. En intranet, quoi. Ouais. Ce comportement-là, il vient corroborer, il vient confirmer le principe de Pekche, c'est-à-dire que la Chine en tant qu'État, en tant que nation, repose entièrement sur la validité du mensonge ancestral. S'il y a le moindre soupçon que la vérité ou que la réalité historique ait pu être autrement, symboliquement, la Chine s'effondre. Mais c'est clair et net. Le principe de Pekche, il détruit la Chine. La Chine ne peut pas se relever. Et elle ne peut pas se relever tant que les Chinois ont ce comportement. Parce qu'ils sont dans ce monde illusoire. Et ce monde illusoire ne peut pas vaincre la réalité, n'est-ce pas? La réalité historique. Et c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Donc, d'où l'idée de faire en sorte que la réalité historique ne puisse pas aussi apparaître. C'est ça. Exactement. Mais c'est raté puisque le principe de Pekche existe. Et il y a de plus en plus de monde qui le connaissent, n'est-ce pas? Petite parenthèse, les amis. Est-ce que tu as... Bon, c'est privé, mais... Est-ce que tu as rencontré durant toutes tes recherches ou ton évolution dans ce sens-là des petits soucis rapidement? Est-ce que tu as des problèmes avec la communauté chinoise ou coréenne? Alors, je ne vais pas citer ici des gens pour les indexer, n'est-ce pas? Mais il y a une vraie opposition à mon travail et surtout, c'est ça qui m'avait mis la puce à l'oreille. À un moment donné, parce que moi, je ne cachais pas… Une opposition? Non, c'est pas que j'ai senti. Comment dire, j'étais dans la communauté et je parlais de mes recherches, tout le monde savait ce que je faisais, ça n'a jamais été un secret. D'accord. Et dans les échanges, j'avais fait comprendre que je devais me concentrer sur l'Antiquité. J'en avais fait part à mes amis coréens et qu'il fallait, et que j'avais l'impression que cette époque était importante et il fallait que je creuse dans ce sens. Et c'est là où tout se gâte. Rapidement, les comportements ont changé. D'accord. Et moi, je n'ai pas fait le lien tout de suite. Mais parce que j'étais justement, c'est pas de la naïveté, mais j'ai jamais. Avant ce moment-là, j'ai jamais réalisé l'importance et du programme que j'avais mis en place et des enjeux
et de ce que j'allais découvrir. C'est clair qu'au départ, il se disait, bon, tant qu'il fait des recherches et qu'il reste sur la partie superficielle, ça va, on le laisse. Oui, on le laisse. Mais il commence à creuser là, il commence à creuser. Il risque de trouver la chose. Mais j'ai des amis qui ont changé leur comportement quasiment du jour au lendemain. J'ai constaté que, par exemple, on fouillait mes affaires. Et à un moment donné, on m'a même offert, on m'a offert des téléphones comme ça, alors que je ne demandais rien. Parce que des choses comme ça. Derrière, il fallait qu'on te surveille, qu'on t'écoute. Et là, j'ai compris. Là, c'est intuitif. Je ne peux pas prouver, mais j'ai aucun doute. Il y a certains événements que je ne veux pas citer parce que ça va, je dois dire la vérité et je vais être obligé d'indexer soit des institutions, soit des personnes. Et ça ne me semble pas utile. Pour l'instant, c'est pas, oui, ça ne me semble pas utile, n'est-ce pas? Mais donc moi, je parle au public, je joue carte sur table, il n'y a aucun doute. On se connaît, n'est-ce pas? À un moment donné, j'ai compris que mon cher ami, si tu ne prends pas tes clics et tes claques, si tu ne disparais pas, ta vie en danger. Tu vas y passer. Ah oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Là, tu touches du doigt. Parce qu'on m'a piégé. Oui, on m'a piégé. On m'a piégé et j'ai vu le piège arriver. Et ça, ce sont les ancêtres. Bon, là, ce n'est plus de la science parce que je ne peux pas prouver ce que je dis. Mais ceux qui m'ont sauvé la vie, ce sont les ancêtres. Oui, c'est-à-dire parce qu'à un moment donné, j'ai eu des manifestations extra, je sais pas quoi, je sais pas comment expliquer ça. Ou je dis parce que je ne peux pas identifier. Dans tous les cas. Sors de où tu es, prends tes clics et tes claques et va par là et oui, va loin. Parce que l'environnement était hostile. C'est ça. Parce que faire le travail. Et létal, c'est clair et net. Mais moi, je ne savais pas pourquoi. C'est plus tard, c'est-à-dire 4-5 ans facile. Que je réalise a posteriori. Oui, que je réalise a posteriori. Non seulement que j'avais échappé à la mort, et que c'était effectivement ça, parce que l'enjeu important, c'est tout leur héritage qu'ils perdent. Là, par exemple, un Africain qui sort de nulle part, qui va remettre en cause ou qui va pousser à la destruction de tout ce qu'ils ont construit. N'est-ce pas, tout ce qu'ils ont fabriqué, tout leur héritage, et les Chinois et les Coréens. C'est-à-dire que quand je mets sur la table le principe de Pekche, donc j'explique que les identités qu'ils nous présentent sont fausses. C'est-à-dire que pour moi, à un moment donné, lorsque le principe de Pekche et tous les crimes que j'ai pointés du doigt et qui sont l'essentiel de mes découvertes, il faut que ces peuples, c'est-à-dire les Chinois et les Coréens, nous disent qui ils sont. Et quand je dis les Coréens, c'est les Coréens du Sud, pas les Coréens du Nord. Parce que ces deux peuples-là n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. D'accord. Oui, c'est ça. Donc, j'ai donc cette image du passé de l'Asie. J'ai identifié que ce passé, c'est une fabrication. Et j'ai surtout compris pourquoi il a été fabriqué. Donc, par qui? Je l'ai dit tout à l'heure, par les Han, c'est-à-dire les Chinois, donc qui vont à un moment donné fonder leur État sur des États africains de culture africaine, dont des Africains qu'ils ont détruits, n'est-ce pas? Ceux qu'ils appellent par exemple les Wei du Nord, les Jin de l'Est, tout c'est entre le 4e et puis le milieu du 6e siècle. Voilà, c'est ce que je peux appeler le foyer de la fondation de l'État de Chine. Et dès qu'ils vont fonder la Chine, leur première idée, ce sera de détruire le royaume qui s'appelle Kudara, par lequel on a terminé le premier entretien, qui a été fondé par les survivants de tous ces massacres dans toute l'Asie à l'échelle continentale et qui ont été accueillis par des peuples rouges, qui sont les ancêtres des Japonais d'aujourd'hui, mais qui vivaient également avec d'autres peuples noirs de culture africaine, comme dont on peut citer quelques noms, à commencer par ceux qu'on appelle les Aïnous, qui existent toujours et qui sont aujourd'hui cantonnés à l'extrême nord du Japon, c'est-à-dire l'île de Hokkaido, mais plus au nord encore, c'est-à-dire sur des territoires qui ont été confisqués. Oui, qui sont confisqués, qui ont été confisqués très tardivement par la Russie à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que le Japon avait capitulé. Je pense que c'est l'île si je me trompe pas, il y a quatre îles, vers l'île de Sakhalin là-bas, dans ces régions du nord.
Donc, ces peuples noirs qui habitaient dans cette région qu'on appelle aujourd'hui le Japon et qui ont été repoussés au fil du temps et qu'on retrouve aujourd'hui dans l'extrême nord, dans les régions froides. Mais à l'origine, noir de peau. Oui, les Aïnous ils ont un phénotype assez africain, oui, avec des cheveux crépus et un faciès. Donc ils ont la peau mate, n'est-ce pas, parfois même noire. Et puis c'est un peu un mélange. Donc il y a un type qui est assez africain, mais avec un mélange un peu asiatique, vous voyez. Donc moi ça je dis ça à titre illustratif pour que les gens voient à quoi ils ressemblent. Mais dans mes recherches, tu as bien vu que moi j'étudie les institutions, n'est-ce pas? On parle toujours de la culture, de la science, et pas de ce à quoi ressemblent les gens. Puisque Kudara, donc ce royaume qui est créé vers le début du 6e, tout autour du début de notre ère. Un peu avant, un peu après le début de notre ère. Je ne peux pas le dire précisément et j'ai pas perdu de temps sur cette question. C'est pas très important. Donc, ce qui est important, c'est la découverte de Kudara. C'est-à-dire, je découvre que l'histoire de l'Asie est fausse. C'est une invention pour effacer quoi? Pour effacer le passé de l'Asie qui est africain. La civilisation et les États, n'est-ce pas? Tout en s'accaparant les richesses. Donc, l'enjeu pour les Han qui vont devenir au 6e siècle, les Chinois, l'enjeu, c'est la destruction totale, définitive, l'effacement de l'Afrique en tant que peuple, en tant que civilisation de l'Asie. Et quand ils fondent leur État, il y a Kudara qui existe encore. Je pense que, ça c'est mon imagination, hein, j'en ai pas les preuves, mais on a les faits qui sont là. Je pense que les fondateurs de l'État de Chine, c'est-à-dire la dynastie des Sui, en 581, ils se sont réunis quelque part, ils se sont dit, bon, maintenant on a fondé l'État de la Chine, mais il faut finir le travail. C'est clair, parce qu'on ne peut pas laisser et cette expression que j'utilise, je l'utilise à dessein, parce que c'est ce qu'on va retrouver plusieurs siècles plus tard en Europe avec l'Allemagne nazie. C'est-à-dire leur projet d'élimination de ce qu'ils appelaient la race juive, n'est-ce pas? Qui est en fait une religion et ses adeptes, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. C'est le même programme. Et moi, dans mes recherches et dans ma théorie, je vois que les Européens ou les rouges d'Europe, là, dans ce modèle de destruction de masse des peuples, dans ce qu'on appelle les génocides, n'ont absolument rien inventé. Plus tôt dans l'histoire, il s'est passé exactement la même chose en Asie. Sur les Noirs, par les Han, c'est-à-dire les Chinois, et leurs affidés, leurs acolytes, leurs complices. Et identifiables, il n'y a aucun problème. Sur le cas qui nous concerne, c'est-à-dire Kudara, il y a les Han, c'est écrit dans leur histoire officielle, donc ils ne pourront pas dire que ce n'est pas vrai. Et les Sud-Coréens, qui à l'époque s'appellent les Shilla. Ils ne pourront pas dire que ce n'est pas vrai, puisqu'ils le revendiquent comme étant la base de leur histoire officielle. N'est-ce pas? Voilà, donc, sauf que leurs explications sont différentes des miennes. Voilà, donc, quand la Chine est fondée, le premier objectif, c'est la destruction de Kudara. C'est-à-dire que le pouvoir politique de la dynastie de Sui se disent, il faut aller vers la péninsule sud-coréenne et tout détruire. Détruire les survivants de ces gens que nos ancêtres ont massacrés et qui ont osé survivre. Mais toujours dans le même but, la supériorité de la race blanche. Il faut que tous les Noirs disparaissent. On ne veut pas voir les Noirs qui se baladent là dans la nature comme ça. Ils n'ont pas le droit de vie. Ils n'ont pas le droit d'exister. Il n'y a pas une motivation raciste derrière. Mais c'est ça la motivation. C'est ça le racisme. Le racisme, c'est un système. C'est un système complet. Ce n'est pas un comportement. Si vous allez dans une boucherie et que le boucher refuse de vous vendre de la viande en disant « sale nègre », aujourd'hui on dit que c'est un acte raciste. Non, en langue française, non, ça c'est pas le racisme. Ça c'est, par exemple, en droit, dans le droit des affaires, ça s'appelle le refus de vente. C'est pas du racisme, c'est le refus de vente ou de manière générale c'est la haine, ou c'est l'agression. Il y a un tas de termes, mais ça c'est pas le racisme. C'est trop gros c'est trop grand pour un seul individu, pour un simple boucher, n'est-ce pas? Non, le racisme c'est un système. C'est un système, un ensemble structurel, une idéologie, une politique et les moyens pour appliquer la politique avec pour objectif
s'accaparer des ressources. Attention, ceux qui mettent ça en place, ils ne sont pas fous. Ça a été fait récemment en Afrique. Quand je dis récemment, c'est sur les siècles derniers, les 700 dernières années. On voit bien jusqu'à ce jour, ce système racial continue à opérer en Afrique et ça a été fait en Asie. Donc, pour revenir aux Chinois, les Sui, lorsqu'ils vont décider de détruire Kudara, c'est avec les mêmes intentions que leurs ancêtres. Puisqu'il y a un État, Kudara, un État de culture africaine bâti par une partie de la population qui est africaine, noire, avec l'autre partie de la population qui est africaine blanche et dont les ancêtres sont les Japonais d'aujourd'hui, n'est-ce pas, pose un problème. C'est-à-dire que je pense que quand les dirigeants chinois de l'époque se lèvent le matin, mais ils ont les yeux rougis, ils sont totalement fous. Je peux le dire avec autant d'assurance parce que il faut bien trouver une explication au génocide qu'ils vont perpétrer plus tard. Oui, bien sûr. Donc, en 581, à partir de 581, voilà le projet. Ils vont donc lancer la première attaque sur Kudara. Le problème, c'est que à l'époque où ils font de la Chine et où ils vont lancer ces attaques, c'est-à-dire à la fin du 6e siècle, puisque cette dynastie des Sui va s'effondrer en 618, n'est-ce pas? Donc cette attaque, elle est fondée, elle est donc implémentée, appliquée, dirigée autour de cette date, n'est-ce pas? Dans la première décennie du 7e siècle, puisque en 618, la dynastie s'effondre. C'est une conséquence directe de cette guerre. Alors, donc, quand ils font ces plans de massacre ou de destruction du peuple de Kudara, qui est à l'époque, je l'avais dit dans le premier entretien, la première puissance de l'Asie. Première puissance culturelle, première puissance scientifique, première puissance militaire, première puissance géopolitique, première puissance en tout. Kudara, c'est la lumière de l'Asie, c'est le phare de l'Asie, c'est la première puissance commerciale. Kudara inonde tout. Et ça, c'est une raison supplémentaire de la part de l'ethnie Han pour détruire Kudara. Parce que visiblement, leurs ancêtres n'ont pas bien fait le travail, c'est-à-dire éliminer tous ces sales nègres. Donc, c'est ce que la dynastie des Sui va faire, mais dans cette géopolitique de l'époque, Kudara, qui est un tout petit territoire qui est installé sur la Corée du Sud et une partie dans la mer, c'est-à-dire l'ouest du Japon, mais pas tout le Japon. Sur le reste du Japon à l'époque, il y a ces peuples dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple les Ainu, qui sont les premiers habitants de cette époque et qui ont certainement trouvé des arrangements avec les Kudara, parce qu'à un moment donné, à mon avis, il y a tellement de réfugiés noirs qui viennent du reste du continent qu'il y a des problèmes d'espace. Oui. Donc, ils vont commencer à se déporter dans la mer, dans ce qu'on appelle le Japon. D'accord. Aujourd'hui, le Japon. Ce qui veut dire concrètement que, est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer que les Japonais et nous partageons les mêmes ancêtres, ou les ancêtres des Japonais sont noirs? Mais nous, non seulement nous partageons les mêmes ancêtres, mais nous partageons la même culture. D'accord. C'est-à-dire la même vision du monde, la même organisation. Donc, quand on dit vision du monde, c'est la manière dont un peuple va envisager, les mêmes paradigmes, la manière dont un peuple va envisager sa relation avec l'environnement proche et lointain, c'est-à-dire la nature, le cosmos et tout ça. La manière d'être des Japonais qu'on va retrouver dans le shintoïsme et plus naturellement ce que on peut appeler de manière très simplifiée l'animisme, est pareil, identique à ce qu'on trouve en Afrique. Les comportements sont les mêmes. Si vous allez au Japon et que vous ne comprenez rien de la langue japonaise, si vous venez d'un village japonais, vous serez étonné du comportement des Japonais parce qu'ils se comportent exactement comme les gens qui vivent à la campagne africaine là-bas. La campagne où les gens n'ont pas encore été intoxiqués par tous les comportements déviants qui viennent d'Europe, n'est-ce pas, qu'on appelle facilement, on va dire, la culture occidentale, n'est-ce pas, qui ne sont pas occidentalisés. D'accord. Voilà. Donc on a les mêmes. Le Japon et l'Afrique, les Japonais et les Africains, c'est la même famille, c'est le même peuple, c'est la même culture, c'est la même civilisation, mais dans deux contextes différents. D'accord. Donc ça, c'est important que les Africains, d'accord, sachent ça. Ok. Est-ce qu'au niveau on va aller rapidement, est-ce qu'au niveau des Japonais,
on a cette notion-là en tête. Est-ce qu'on le sait? Est-ce que c'est raconté dans l'histoire? Ou bien c'est un peu comme la Chine, il y a une histoire officielle qui cache ça? Au Japon, moi je vais dire qu'il y a deux Japons. D'accord. Pour faire simple, bon, au XXIe siècle, aujourd'hui, quand on parle du Japon, tout le monde a son idée du Japon. Ça, c'est un premier Japon. Ça, c'est le Japon superficiel. Et c'est un Japon très récent, c'est-à-dire qui date du XXe siècle, qui a été construit au fur et à mesure que le reste du monde découvrait le Japon, n'est-ce pas? Et essentiellement, surtout, bon, jusqu'à très récemment, on va dire, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à travers ce que les Européens et les Américains en disaient, n'est-ce pas? Voilà. Depuis le milieu du XXe siècle, les Japonais ont pris le relais pour essayer de se faire connaître du reste du monde par eux-mêmes, en produisant de l'information. Et aujourd'hui, et depuis la fin du XXe siècle, et ça n'a pas cessé, le Japon, c'est le pays qui produit le plus d'informations sur lui-même. C'est sans conteste. Sans conteste. Que ce soit en langue japonaise et surtout en langue anglaise et dans d'autres langues. Mais c'est sauf que, visiblement, la culture japonaise est beaucoup trop difficile ou les Japonais sont beaucoup trop difficiles pour le reste du monde à appréhender. Donc, les gens se font leur idée du Japon et ça fonctionne. Parce que les Japonais ont compris que ça ne sert à rien d'essayer de faire comprendre aux gens exactement qui ils sont parce que les gens viennent avec leurs a priori. Donc, au lieu de combattre les a priori, moi, c'est ce que j'ai observé, les Japonais accompagnent les gens dans le sens de ce qu'ils veulent voir. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs Japons. Le Japon du sushi, il y a le Japon de l'électronique, il y a le Japon des mangas, il y a le Japon des sumo, il y a le Japon maintenant du football, il y a le Japon du cinéma, hein, du cinéma ancien avec les Kurosawa. Voilà, c'est-à-dire c'est un Japon même quasi commercial. Et c'est ce que les gens vont voir quand ils vont au Japon. Tout de suite, ils ont déjà fait leur plan de voyage, ils profitent de leur séjour et puis ils rentrent chez eux heureux, n'est-ce pas? Mais il y a un autre Japon. Le Japon que moi, je pointe du doigt et sur lequel je voudrais que les Africains s'intéressent. Le Japon de la culture. Parce que, oui, le Japon de leurs ancêtres. Parce que ce Japon-là, c'est le véritable Japon des Japonais rouges, n'est-ce pas? Pour qu'on sache de qui je parle. Mais il n'y a pas de vision raciale dans la culture japonaise. Hein, ça n'existe pas. Oui. C'est-à-dire que les Japonais, même s'ils le voulaient, seraient incapables d'avoir une approche raciale du monde. C'est impossible. Si les Japonais parlent de racisme, ils sont obligés d'utiliser une terminologie et une vision qui vient de l'extérieur. En revanche, au Japon, ils disent les Japonais et les non-Japonais. Voilà comment ils voient le monde, n'est-ce pas? Il y a les Japonais d'un côté et puis les non-Japonais de l'autre, mais pas racial. Donc, le Japon, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est le Japon. À travers la culture, à travers l'histoire, tel que le principe de Péché l'a démontré. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ceux qui ne sont pas au courant de cette réalité historique et culturelle, ce sont les Africains. C'est ça. Pour les raisons qu'on connaît, puisque l'Afrique est dominée depuis à peu près 25 siècles, et que ceux qui dominent l'Afrique, c'est-à-dire certains peuples rouges, ont, après avoir dominé physiquement l'Afrique, la dominent maintenant spirituellement. Et on sait que l'une des choses de ce système, c'est d'effacer la mémoire, n'est-ce pas? D'effacer l'histoire, d'effacer les traces qui composent l'identité. Donc, moi, dans mes relations avec les Japonais, depuis plus de 30 ans, j'ai bien vu que les Japonais connaissent leur histoire. Pour les Japonais qui s'intéressent à l'histoire de leur histoire personnelle et l'histoire du Japon, c'est Kudara. Oui, leur histoire ancienne et qui ils sont. Les Japonais savent. Et je ne parle pas que de l'élite, je parle de tous les Japonais, quel que soit leur niveau social. En sachant que le Japon, même si c'est un pays confucéen, c'est un confucianisme différent de ce que j'ai découvert. Corée ou en Chine. Oui, de ce qui se passe en Corée ou en Chine. Ici, il y a une relation qui a été construite entre la famille impériale et le peuple, n'est-ce pas? Et les Japonais, n'est-ce pas? Et donc, il y a un lien qui est plus direct entre le peuple de manière générale et puis les dirigeants. Et puis donc il y a cette conscience historique de ceux qui s'intéressent à la culture japonaise et qui connaissent leurs racines liées à l'Afrique, n'est-ce pas? À l'Afrique ou au peuple dit africain, n'est-ce pas? Voilà. Et je n'ai jamais rencontré de Japonais, qu'ils soient scientifiques ou pas, qu'ils soient de l'élite ou pas, qui remettent ça en cause. Et c'est très facile à découvrir. Et c'est cette africanité-là que les étrangers ne voient pas parce qu'ils sont déjà conditionnés, n'est-ce pas? Il y a cette Afrique-là, elle existe partout. C'est-à-dire, à commencer par exemple dans les temples bouddhiques.
dans certains temples qui ne font même pas partie des circuits, mais où mes amis m'ont emmené. Et à commencer par la région historique, on va dire, du Japon, qui est celle du Kansai, autour des villes comme Kyoto, Osaka, Nara, là où les ancêtres fondateurs, ceux que j'appelle les ancêtres fondateurs, c'est-à-dire ces peuples noirs qui avaient fui les génocides, qui se sont installés sur la terre qu'on appelle la Corée du Sud et qui ont commencé à migrer, à coloniser, mais pacifiquement, l'ouest du Japon que je viens de décrire là, où ils vont s'installer pour fonder ces villes qu'on appelle Kyoto, qui seront les premières capitales, Kyoto, Nara, donc de Kudara maritime, Kudara dans la mer, n'est-ce pas? Et c'est là-bas que, dans les vieux temples bouddhistes, on a des grandes représentations des pères fondateurs, des mères fondatrices, et qui ne ressemblent pas du tout aux Japonais dits blancs actuels, avec la peau blanche, n'est-ce pas? Mais blanche au sens propre. Parce que les Japonais, là, oui, c'est pas la peau rouge, ils ont vraiment la peau blanche, n'est-ce pas? Donc, ce sont pas. Et ces Japonais du 21e siècle disent que ce sont leurs ancêtres. C'est-à-dire qu'ils parlent là de filiation génétique, n'est-ce pas? La question de la peau ne se pose pas, n'est-ce pas? Voilà. Il n'y a pas une approche raciale. Okay. C'est la reconnaissance. Simplement, ils honorent leur passé, leurs ancêtres. Et leurs ancêtres africains avec tout ce qu'ils ont fait de bon ou de moins bon. D'accord. Donc les Japonais, dans la pratique de la culture, fonctionnent comme les Africains. Absolument. Comme les Africains d'avant. C'est-à-dire que oui, voilà. honorer les ancêtres. Ah, ça c'est très important. Dans l'Afrique authentique, honorer les ancêtres, être fidèle aux traditions et celle que moi à laquelle moi j'apporte le plus d'attention, c'est la culture africaine, c'est-à-dire les sciences, c'est-à-dire les relations avec la nature, la compréhension de la nature et toute cette information qui a été cumulée depuis des siècles et jusqu'à aujourd'hui et qu'on retrouve dans les écoles, les universités et qu'on appelle pompeusement la science. Non. Ça c'est la culture africaine. Et ça, les Japonais ont gardé cette tradition depuis l'époque de Kudara. J'ai dit tout à l'heure que Kudara, c'est la lumière de l'Asie. Mais pour une raison simple. Parce que, et c'est ça qui a fait la force de Kudara, parce que tous ces réfugiés ont tout perdu. Les maisons, les carrosses, les biens matériels, mais les connaissances scientifiques sont restées là. Et c'est ça qu'ils ont utilisé en tout premier quand ils sont arrivés sur la péninsule et plus tard sur une partie du Japon. C'est-à-dire les mathématiques, la physique, la chimie, tout ce qui peut permettre à un peuple de bâtir un État, de développer les industries, de nourrir le peuple et donc de permettre à la population d'augmenter, de soigner les gens et finalement de s'agrandir, de devenir fort, puissant et d'avoir des relations plus paisibles avec d'autres peuples parce que vous êtes devenus plus forts et qu'ils ont peur de vous et surtout parce qu'ils veulent vivre comme vous, parce qu'ils voient bien que vous êtes bien gros, bien gras, vous êtes sûr de vous, vos maisons sont grandes et votre environnement est heureux et ils vous demandent mais comment vous faites? Et vous leur dites venez, on va vous montrer comment et vous construisez les universités et à votre tour, c'est comme ça que les ancêtres des Nord-Coréens j'en ai parlé dans le premier entretien qui s'appelle les Kogoryo ont changé du tout au tout. Ils ont abandonné les traditions des Han, n'est-ce pas? Des Chinois avec qui ils étaient très proches du fait de la guerre et puis tout ça. Donc ils étaient plutôt dans la sphère des Han avant la création de l'État de la Chine, avant le 6e siècle. Ils ont basculé et ils sont devenus totalement africains. Ça, j'en ai fait la démonstration dans le livre et c'est l'une des choses donc qui doit disparaître de l'histoire officielle. Donc, je profite de ce moment pour le dire ici. Oui. Donc, quand tu vas faire le montage, il est important que ce que je vais dire là reste dans notre entretien, n'est-ce pas? Tu peux tout couper, un autre frère peut tout couper, mais surtout parce que je vais dire là en 30 secondes. L'enjeu de toute l'histoire de l'Asie, c'est-à-dire que après 25 ans de recherche, mais bien avant les 25 ans, c'est-à-dire en 2014, quand je vais décider d'écrire, de résumer en une trentaine de pages, mais uniquement pour les scientifiques, et plus tard, quand je vais décider d'augmenter ça pour que ça fasse 150 pages, il y a 3 choses importantes que je veux que les gens retiennent. Oui. Donc, mes chères sœurs, mes chers frères, peuple d'Afrique, que vous soyez noirs, mais également les non-noirs, c'est-à-dire les peuples rouges, tous ceux qui veulent faire un effort aujourd'hui
pour que le monde se porte bien. Voilà, doivent savoir que dans ce programme de recherche, n'est-ce pas, que je vais résumer comme étant le principe de Pekche, c'est-à-dire la théorie de Pekche. Pekche étant un concept. Ce concept, c'est-à-dire ce royaume fictif, est aujourd'hui l'une des clés que les Sud-Coréens utilisent pour parler de leurs ancêtres. Ce royaume n'a jamais existé. On l'a fabriqué pour remplacer Kudara, le véritable royaume, l'empire du milieu. C'est ce royaume oui, c'est le véritable empire du milieu, ce qu'on appelle en langue française l'empire du milieu. Hein, pour parler de la Chine. Oui. Non, c'est-à-dire le royaume civilisateur de l'Asie, n'est-ce pas? Non, l'empire, le royaume véritable, c'est-à-dire celui qui est le phare du continent, celui qui éclairait toute l'Asie en fait. Oui, celui qui sert de guide, celui auquel les peuples se réfèrent à l'époque. Donc, depuis sa création jusqu'au 7e siècle, au milieu du 7e siècle, lorsqu'il sera détruit à partir de 658, c'est Kudara. Donc, la base civilisationnelle de l'Asie, c'est Kudara. Kudara. Donc, la science, c'est Kudara. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est les raisons de l'existence de l'histoire de l'Asie, c'est-à-dire les raisons de l'existence d'une fabrication des histoires par les historiographes qui obéissent à des ordres politiques, n'est-ce pas? Voilà. Okay. Donc, on a détruit des peuples noirs, on a effacé leur civilisation, on s'est approprié leurs ressources, n'est-ce pas? Leur territoire, leur culture, on a transformé tout ça pour fabriquer une nouvelle culture qu'on va appeler une nouvelle culture et une nouvelle histoire qu'on va appeler la Chine. Et en faisant ça, on ne le fait pas au hasard. On le fait avec 3 objectifs. Donc, premier objectif, nous sommes les vainqueurs. Nous, le peuple Han, et plus précisément les Chinois, lorsque les Tang, la dynastie Tang va donc détruire Kudara, nous sommes les vainqueurs. Détruire, mais pas complètement, puisque la partie maritime va survivre, n'est-ce pas? Et c'est là où le peuple survivant aussi, qui sont dont les descendants sont aujourd'hui les Japonais, vont partir de cette base, puisque nous sommes à la conclusion. Donc, l'enjeu de la fausse histoire, c'est-à-dire pourquoi elle a été écrite. C'est pour affirmer la suprématie de la Chine. C'est ce que j'étais en train de dire. Première raison, affirmer la suprématie de la Chine. On a éliminé tous les Noirs. La culture africaine n'est plus le moteur idéologique des États sur le continent asiatique. Deuxième raison, comment dire ça? Voilà, on a sinisé la culture. Donc maintenant, c'est la Chine qui est le centre de l'Asie, n'est-ce pas? Au plan historique et au plan de la géopolitique. Il n'y a pas d'ambiguïté dans leur comportement. Il n'y a aucune différence entre les Chinois d'aujourd'hui et les Chinois d'hier. Et les Han, tels que je les ai découverts dans la recherche historique, dans leurs actes et la Chine d'aujourd'hui, je ne vois aucune différence. Okay. Les amis, malheureusement, on tire vers la fin de notre émission. Mais attendez, ce n'est pas fini. Notre invité nous fera le plaisir de revenir encore une 3e fois, mais cette fois-ci, il va répondre à des questions que moi je me pose et je suppose qu'il là présentement anime votre esprit. C'est pourquoi au final le peuple noir, d'accord, actuellement, que ce soit dans la diaspora ou sur le continent africain, doit se pencher sur cette histoire qui lui a été cachée, j'ai même envie de dire depuis toujours. N'est-ce pas? Oui, cette histoire, l'histoire de Kudara, le peuple Kudara, n'est-ce pas? Exactement. Donc, les ancêtres des Japonais. C'est ça. Donc, je vais laisser notre invité conclure sur cette partie-là, d'accord, qu'il a commencé. Et puis, on va se retrouver dans quelques jours, d'accord, pour justement terminer sur les enjeux et puis peut-être... j'ai envie de dire les projets, si jamais il y a des projets justement en ce qui concerne le peuple noir sur cette partie du monde. Donc frère Bahimi, je te laisse poursuivre parce que tout à l'heure tu disais qu'il y a des points qu'il ne faut pas oublier. Justement, ça sonnait comme une forme de mise en garde. Quels sont les points qu'il ne fallait pas oublier? Donc après ce long entretien et que j'espère avoir été enrichissant pour notre grande famille africaine, et quand je dis notre grande famille africaine, c'est tous ceux qui en font partie naturellement et tous ceux qui s'y identifient, n'est-ce pas? Voilà, c'est-à-dire certains peuples rouges, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous on a toujours construit le monde comme ça, donc on poursuit dans ce sens-là. Après cet entretien
Et tout ce que vous avez entendu, bon, il y a certainement des choses qui vont échapper à votre esprit, mais surtout, n'oubliez pas, ou plutôt, souvenez-vous de ce que je vais dire maintenant. Si vous vous souvenez de ça, tout le reste reviendra à un moment ou à un autre. Ok. C'est-à-dire l'enjeu de l'histoire de l'Asie. Pourquoi l'histoire officielle de l'Asie a été fabriquée comme elle a été fabriquée? Quel est l'enjeu historiographique? Un, affirmer la suprématie de la Chine sur les États africains qui existaient avant et la civilisation africaine, qui était donc le moteur idéologique des États de cette époque pendant très longtemps, comme les Grecs en ont témoigné, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est, j'ai cité des noms tout à l'heure, et Aristote dans Euterpe, et il y a plein de textes, les récits de voyage de mer, c'est très facile de retrouver l'Afrique là-bas, l'Afrique du côté de l'Asie. Donc, un, affirmer la suprématie politique, culturelle, n'est-ce pas, de la Chine sur le continent asiatique depuis le début des temps jusqu'à, espérait-il, la fin des temps, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est la première chose. Donc, et deuxième chose, mettre la Chine au centre de la culture et de l'histoire de l'Asie à la place de Kudara, c'est-à-dire effacer Kudara. Donc, ce n'est pas simplement réécrire l'histoire, mais également effacer l'État, le peuple qui, lui, était en réalité le phare, le guide, la lumière culturelle, la référence historique, politique, commerciale, scientifique de l'histoire de l'Asie. Effacer complètement. Effacer. Aucune trace. Voilà, aucune trace. Effacer des textes officiels, donc rien dans les archives, détruire les États. C'est pour ça que quand Kudara a détruit en 658 sur le territoire sud-coréen, donc parce que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Corée du Sud, hein, c'est ça le territoire de Kudara. C'est la même superficie. Donc ça, je ne vais pas développer, mais c'est pas par hasard que la frontière aujourd'hui entre la Corée du Nord et la Corée du Sud se trouve là où elle est. C'est parce que cet endroit-là, c'est la frontière que moi je reconnais dans mes recherches comme étant la zone frontalière historique entre Kudara et les ancêtres des Nord-Coréens. C'est pour ça que ces Nord-Coréens et ces Sud-Coréens, dans cette zone, on peut avoir toutes sortes de disputes, mais jamais on va se disputer sur cette frontière. Parce que ceux qui ont décidé de cette frontière connaissent l'histoire véritable. D'accord. Ils savent que les Shilla, c'est-à-dire les Sud-Coréens, c'est la limite de leur territoire. Mais dans l'histoire officielle nous parle d'autre chose. Donc, je mets de côté. Donc, deuxième raison, effacer Kudara, c'est-à-dire les Noirs, comme ayant été l'Empire du Milieu, le territoire central, le peuple que tout le monde admirait. Ils vont effacer de tous les textes officiels, tous les témoignages de l'histoire populaire, des contes, des légendes. On va installer une espèce d'omerta pendant plus de presque 1000 ans sur tous les moyens de communication possibles afin de s'assurer qu'on va effacer Kudara, n'est-ce pas? Kudara qui était le véritable empire du milieu, l'empire du milieu historique, le phare de l'Asie, n'est-ce pas? Et troisième raison, enlever toute trace, toute preuve de ce qui pourrait faire réapparaître Kudara, les preuves de cette suprématie de Kudara au plan culturel, au plan politique, au plan commercial, au plan scientifique, au plan militaire. N'est-ce pas? Et ces éléments-là sont les clés de la construction de ce hologramme, de cette histoire officielle que j'ai appelée techniquement le hologramme de Tang. C'est-à-dire une image artificielle de l'histoire commandée et exécutée par la dynastie des Tang, c'est-à-dire cette dynastie qui a détruit le peuple Kudara de manière concrète à partir du milieu du 7e siècle à partir de 658, ça a été très rapide, mais c'est une guerre généralisée qui va durer une dizaine d'années. Okay. Donc voilà, ces clés de la construction de l'histoire officielle, je les ai identifiées et je les ai citées dans le livre et je vais les citer ici. Okay. C'est-à-dire, pour s'assurer que Kudara ne peut pas apparaître, c'est-à-dire l'histoire officielle, l'histoire véritable ne va pas apparaître pour pouvoir gêner la Chine et ramener les Chinois au point de départ, c'est-à-dire il y a 2000 ans, c'est-à-dire voir des fantômes apparaître, les fantômes africains.
Ils vont faire disparaître, premièrement, le moment où plutôt ils vont dénaturer une date, parce que toute l'histoire de l'Asie tourne autour de cette date, c'est l'an 371. Parce que c'est cette année-là que le peuple de Kudara va affronter militairement la première puissance militaire de l'époque, c'est-à-dire les ancêtres des Nord-Coréens, l'État de Goguryeo. Ils vont vaincre ces anciens Nord-Coréens et les anciens Nord-Coréens vont totalement changer de civilisation et c'est à cette date que vont être construites les 9 premières universités dans l'État de Goguryeo, dans l'histoire de la Corée du Nord. Et ça, c'est un élément qui existe dans l'histoire officielle. Donc, ils vont utiliser l'histoire et la dénaturer pour mieux la faire disparaître. Mais moi, parce que j'ai une vue généralisée panoramique de toute l'histoire de l'Asie et que je peux faire des analyses parallèles de l'histoire de plusieurs peuples, de plusieurs États, c'est très difficile de me tromper. Donc, les 9 universités qui apparaissent dans l'histoire de Goguryeo, les ancêtres des Nord-Coréens, ce sont des universités, ce sont des écoles d'ingénieurs africains. C'est la preuve du changement civilisationnel de l'Asie, enfin de la Corée, des Coréens du Nord, suite à la défaite militaire contre Kudara, mais qui est en fait c'est un passage de témoin géopolitique. Oui. C'est cet événement qui donne qui adoube définitivement Kudara. Kudara devient le numéro 1 en tout. Avant cette guerre, Kudara est numéro 1 en tout, sauf sur le plan militaire. Et je pense que l'enjeu de cette guerre, parce que tout ce qui s'est passé, c'est qu'ils les ont battus, mais ils n'ont pas pris le territoire. Ils ont simplement tué le roi, c'est ce qu'on dit officiellement, mais c'est pas important de discuter de ce détail. Et ils ont pris la capitale. Donc voilà, ça, quand vous avez perdu ces deux choses-là, vous pouvez difficilement continuer la guerre, n'est-ce pas? Symboliquement, les Nord-Coréens ont été battus et ils ont changé de civilisation. Et ce changement de civilisation se retrouve sur la durée, puisque c'est ce territoire nord-coréen qui va servir d'état tampon dans la première attaque des Chinois contre Kudara. C'est eux qui vont empêcher les Chinois de s'attaquer à Kudara, parce qu'ils vont battre les Chinois. L'État chinois nouvellement fondé en 581, ils vont les battre en 618 et la première dynastie chinoise, selon moi, va s'effondrer. Il y a une deuxième dynastie qui s'installe, les Tang. Et ce sont eux qui vont utiliser l'idéologie raciale pour pouvoir diviser Kudara de l'intérieur, pour l'affaiblir, jouer sur les jalousies et finalement l'affaiblir comme ça et créer une petite masse de traîtres qu'ils vont utiliser pour pouvoir après génocider l'état de Kudara et le détruire de l'intérieur. Wow, voilà. Wow. Donc voilà les 3 choses, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas oublier lorsque on a entendu l'histoire de Kudara et quand on veut comprendre pourquoi l'histoire officielle de l'Asie existe comme elle existe. C'est ça. N'est-ce pas? Voilà. Okay. Le royaume, le phare, le centre de l'histoire de l'Asie, c'est Kudara. Un peuple qui est l'ancêtre des Japonais, qui a été génocidé par les Chinois et dont la disparition est la raison véritable des tensions qu'il y a jusqu'aujourd'hui entre le Japon et ses voisins. S'il y a la guerre aujourd'hui, ce n'est pas à cause des programmes nucléaires de la Corée du Nord ou de la colonisation. Non, ces raisons ne peuvent pas expliquer, par exemple, l'invasion de la Corée par le Japon qui vient de s'unifier et principalement son chef de l'époque, militaire qui est Toyotomi Hideyoshi. Pourquoi il va dévaster toute la Corée du Sud, enfin le territoire qui correspond à la Corée du Sud mais qui est le royaume de Corée à l'époque, il va le dévaster en quelques semaines et ce Japon qui arrive là-bas militairement, il est aguerri parce qu'ils sortent de presque 100 ans de guerre. Et je pense que c'est tout le Japon qui a la science des armes, la maîtrise de la science des armes jusqu'au bout. Et ils vont en direction de la Chine. Et les Chinois l'ont bien compris puisque c'est eux, c'est-à-dire la dynastie Ming va déployer toute son armée en direction de la Corée pour faire barrage. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont compris. Cette invasion-là, c'est un acte de vengeance. Parce que tout au début de c'est très important ce que je dis là. Oui. Tout au début de ma recherche, quand je n'avais pas encore compris, quand j'accumulais les informations et que je n'avais pas une vue complète et pertinente de l'histoire de l'Asie, je ne comprenais pas certaines choses que les dirigeants politiques disaient. Et j'étais tombé sur un texte que je n'ai pas encore retrouvé et qui correspond à
où deux de ces chefs militaires qu'on considère comme les unificateurs du Japon, c'est-à-dire Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu. Il y a deux de ces trois-là, et je pense que c'était Oda Nobunaga et Toyotomi Hideyoshi. Parce que Toyotomi Hideyoshi, dans cette époque qu'on appelle l'époque Sengoku, qui est l'époque qui précède l'unification du Japon, c'est à peu près 80 ans de guerre entre les chefs, entre des chefs de guerre un peu, qui étaient des espèces de seigneurs de guerre, n'est-ce pas? Qui avaient chacun leur territoire et qui essaient de se les approprier. Et c'est ça qui va amener donc, les uns perdant leur territoire, donc les vainqueurs unifiant ces domaines. Et c'est ce processus qui va mener à l'unification du Japon, n'est-ce pas? Voilà. Donc pendant cette période-là qui dure à peu près 80-90 ans, il y a deux de ces chefs-là, les plus importants, ceux que l'histoire a conservé, a gardé. Et je pense que c'est Toyotomi Hideyoshi et Oda Nobunaga. Oda Nobunaga étant le chef donc, au service duquel se trouve Toyotomi Hideyoshi, mais qui va survivre parce que Oda Nobunaga va être tué, il va être assassiné par un de ses vassaux, n'est-ce pas? Il y a un entretien entre eux. Je pense que c'est Oda Nobunaga et Toyotomi Hideyoshi qui est un de ses lieutenants. Et ils se disent que une fois qu'on aura fini cette guerre-là entre nous, n'est-ce pas? Pour savoir en gros qui est le seigneur, celui qui va dominer tout l'archipel, n'est-ce pas? Une fois qu'on aura fini tout ça, on va aller rendre une petite visite à ces chiens qui sont là-bas. Le mot chien, c'est moi qui utilise ce mot. Oui. Mais ça, c'est pour donner une idée de l'état d'esprit dans lequel il est. Mais il y a des textes officiels où on utilise un langage plus diplomatique. On va aller rendre visite aux non-civilisés qui se trouvent de l'autre côté là-bas sur le continent. C'est-à-dire les Chinois, les Japonais, que ce soit dans l'histoire ancienne ou récente, les Japonais, c'est-à-dire l'élite, ne se sont jamais vraiment intéressés aux Coréens. Les Coréens, ce n'est pas leur problème. Ce sont les Chinois. Donc, leur souci, en général, c'est d'écarter les Japonais, les Coréens pour dire, bon, poussez-vous, vous ne nous intéressez pas, vous nous gênez même. N'est-ce pas? Mais si vous ne voulez pas nous pousser parce que vous êtes les amis des Chinois, alors vous allez voir. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, je m'attaque directement à l'histoire officielle et à tous les universitaires qui font la promotion de l'histoire officielle. Dans l'histoire officielle et surtout dans l'histoire officielle des Coréens et des Chinois, donc on présente ces attaques de Toyotomi Hideyoshi comme une agression gratuite, une invasion gratuite. Non, pas du tout. Et moi j'ai trouvé dans la recherche, il y a des textes officiels, il y a une correspondance diplomatique entre Toyotomi Hideyoshi, n'est-ce pas, qui vient avec ses lieutenants. L'un d'eux, Tokugawa Ieyasu, celui qui va fonder la dynastie suivante, ils ont pris le pouvoir et ils ont une armée ultra puissante, très bien entraînée et qui vient d'unifier le Japon. Et leur premier programme, c'est de traverser la mer pour aller en direction de la Chine et pas de la Corée. D'accord. L'histoire officielle de la Corée dit qu'ils ont envahi la Corée. Non, officiellement. C'est-à-dire officiellement selon les Japonais, il n'y a aucune raison d'envahir la Corée et c'est écrit noir sur blanc. Et dans ma théorie à moi, la théorie de Pekche, il n'y a pas non plus de raison officielle d'aller envahir la Corée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une délégation coréenne qui a rendu visite au shogun qui vient d'unifier le Japon et qui le félicite pour ce travail d'unification du Japon. Et la réponse du shogun, c'est-à-dire Toyotomi Hideyoshi, il dit aux Coréens, allez dire à votre roi que je l'invite, n'est-ce pas, à se joindre à moi pour une campagne militaire au cours de laquelle je vais aller civiliser le peuple chinois qui est de l'autre côté. Et la réponse de certains qui ont étudié la réponse du roi coréen et de la délégation et la réaction de la délégation, les experts vont dire, mais donc en citant les diplomates coréens, ils vont dire que mais ce shogun japonais, mais il est vraiment d'une arrogance incroyable. Hein. C'est-à-dire qu'il va aller civiliser la Chine qui est le centre du monde. Mais il se prend pour qui celui-là? Ça, c'est la réaction officielle de la délégation des diplomates coréens. La réponse va venir dans les 2 ans qui viennent. Il y a Toyotomi Hideyoshi, il fait traverser son armée
et ils vont dévaster le royaume coréen en quelques semaines. Ah oui, donc quand les Coréens se plaignent, il y a de quoi. Et si on visite la Corée jusqu'aujourd'hui, on trouve, c'est très facile de tomber sur des stèles qui témoignent de tout ça. Mais à l'origine, il n'y a pas de visée des Coréens. Pas du tout. Okay. Moi, je pense que les Japonais se sont dit, mais ces Coréens, apparemment, ils pensent que nous, on est là pour s'amuser. Alors, tant pis pour eux. C'est ça. Et ils vont dévaster. Ah non, c'est une boucherie pas possible. Et en direction du Japon, de la Chine, les Chinois vont repousser cette première attaque. 6 ans plus tard, en 598, il y a une deuxième attaque qu'ils vont repousser. Et les Japonais replient à chaque fois vers toutes ces régions du sud de la Corée du Sud, n'est-ce pas? Vers les Busan, les Masan, tout ça. Donc, ils ont installé des forts et se replient. C'est-à-dire que le Japon contrôle la Corée. Hein. C'est-à-dire que les Coréens, ils ne peuvent rien faire, n'est-ce pas? Et c'est à un moment précis. Alors ça, c'est l'histoire. Hein, l'histoire est imprévisible. C'est à ce moment précis que le shogun meurt. C'est-à-dire Toyotomi Hideyoshi. Il meurt et avant de mourir, et donc il a formé une espèce de conseil, de grand conseil qui prend le relais, n'est-ce pas, au pouvoir politiquement. Et ce conseil est censé adouber son fils à lui, Toyotomi Hideyoshi, qui s'appelle Toyotomi Hideyori, mais qui est un enfant de 5 ou 6 ans. C'est un enfant. Et l'un des membres du conseil, c'est-à-dire Tokugawa Ieyasu, qui est aussi un des chefs militaires qui a traversé cette campagne, n'est-ce pas, d'unification du Japon. Et il va dire, bon, et lui aussi, là, ses plans, allez, il prend le contrôle de toute l'affaire. On écarte l'enfant, quoi. On écarte l'enfant, on va même l'assassiner, n'est-ce pas, quelques années plus tard, on va le tuer. Et puis, c'est lui, Tokugawa Ieyasu, qui va rentrer dans l'histoire, puisque ce sont ses descendants. C'est lui qui va donc prendre le contrôle au cours d'une guerre autour d'Osaka, Osaka, et le château de Toyotomi Hideyoshi, ou plutôt là où son enfant vivait. Donc, il va donc être finalement le survivant de cette affaire, unifier le Japon et puis le remettre sur une nouvelle trajectoire historique, n'est-ce pas? Wow. Voilà, c'est ça. Ok, super. Waouh, les amis, très, 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 très passionnante cette histoire. Je pense qu'il faut vraiment s'y pencher. Les amis, ce que vous venez d'écouter, d'accord, on est tous d'accord que ça a été hyper passionnant, hyper intéressant. Mais la suite, les amis, la suite. Parce que là, on entre dans quelque chose de beaucoup plus direct, concret, en ce qui nous concerne. Et pratique. Et pratique. N'est-ce pas? Oui. Parce que moi, j'ai trouvé justement l'entretien d'aujourd'hui très intéressant. C'est un pan de l'histoire qu'il faut connaître. D'accord? Il ne faut pas juste rester ou s'enfermer dans notre bulle. C'est important aussi de savoir comment les autres qui ont été au contact de notre peuple ont vécu. D'accord? Comment ils se sont développés, comment ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ça nous permettra, nous, peuple noir, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans notre processus de reconquête, hein, il faut le dire quand même, ça nous permettra de savoir comment fonctionner avec ces gens sur la base de la façon dont ils ont vécu et sur la base de leur évolution. Hein. N'est-ce pas? Sur la base de leur véritable identité. C'est ça. Au regard des faits historiques tels que je les ai mis en lumière. Et j'ai la prétention d'affirmer que le principe de Pekche, qui est une construction théorique, parce que Kudara, comme je l'ai dit, a été effacé de l'histoire. C'est quasiment impossible de trouver des preuves matérielles de Kudara, mais grâce à la puissance de la science, j'ai fait réapparaître nos ancêtres. Kudara existe, n'est-ce pas? Et symboliquement, grâce à la théorie, grâce à la science, je renverse le travail des historiographes chinois. Oui, symboliquement, la Chine est par terre. Ah oui, absolument. Exactement. Parce que ces deux géants ne peuvent pas exister en même temps. C'est impossible. Il faut qu'il y en ait un qui disparaisse. Donc, si nos ancêtres ont disparu physiquement dans l'histoire, aujourd'hui, au XXIe siècle, grâce à la science, nos ancêtres reviennent en surface et c'est la Chine qui est en difficulté. Exactement. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est très important de le dire et de souligner que si Kudara revient en surface, ça nous rappelle que les raisons pour lesquelles les Japonais se battent avec leurs voisins, c'est à cause de ce génocide. C'est l'origine première. Hein, au 7e siècle. Depuis le 7e siècle, le Japon est en guerre avec ses voisins. Ça n'a jamais cessé. À chaque fois, dès qu'un de ces peuples est prêt militairement pour attaquer l'autre, ils attaquent. L'histoire officielle donne certaines raisons qui ne tiennent pas la route puisque les scientifiques
officiellement ne sont pas d'accord entre eux. Donc c'est la preuve qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Voilà. Nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, on doit le savoir et on doit le marteler. Si le Japon aujourd'hui, si le président chinois, Xi Jinping, ne peut pas s'asseoir dans la même salle avec le premier ministre japonais, c'est pas parce que l'un a colonisé l'autre récemment. Non, c'est pas la bonne raison. C'est parce que les Chinois ont génocidé 20 à 25 millions de Japonais il y a presque 1400 ans et que le Japon n'a jamais accepté ça. D'accord. Et la guerre continue. Ces guerres du 7e siècle continuent jusqu'aujourd'hui, indépendamment du contexte géopolitique. Peu importe ce qui se passe dans le monde, entre ces deux-là, la guerre continue parce que c'est une guerre à mort. Il y a un des peuples qui doit disparaître. C'est une guerre à mort. Waouh les amis, magnifique émission. Moi, en tout cas, j'ai pris un maximum de plaisir. J'espère que vous également, de l'autre côté, vous avez regardé cette émission avec beaucoup de passion, beaucoup d'attention, beaucoup aussi de notes, parce que moi également, j'ai pris note. Je vais dire les amis, on va dire au revoir à notre frère Bayemi qu'on va retrouver d'ici quelques jours sur notre chaîne Causons d'Afrique TV. D'accord? Restez connectés les amis. D'ici quelques jours, nous recevons le frère Bayemi. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous le dimanche pour notre culte kémite. Et la semaine prochaine, nous allons recevoir pour notre émission à l'invité un frère qui vit au Bénin, plus précisément un frère de la Caraïbe qui est rentré au Bénin et qui va nous parler justement de son expérience au niveau de l'Afrique. Merci à tout le monde, merci d'avoir assisté à cette émission. Merci pour votre soutien, merci d'avoir partagé massivement cette émission et merci pour l'intérêt que vous portez à la chaîne Causons d'Afrique. Merci frère. Merci à vous, merci de nous avoir accueillis chez vous et merci pour votre attention et surtout que nos ancêtres vous protègent, vous bénissent. Nos ancêtres, c'est une réalité physique. C'est pas une déclamation poétique. Quand je parle des ancêtres, je parle de choses concrètes, réelles. Parce que la clé de cette recherche, ce sont les informations qui ont été laissées dans la nature, dans des textes, mais de manière subtile pour que nous puissions retrouver les traces de nos ancêtres, pour que les historiographes chinois ne soient pas les vainqueurs in fine. Donc, nos ancêtres sont là et ils nous demandent de nous reconnecter. Nous, avec les Japonais, nous les Africains avec le Japon avec l'Afrique parce que ce sont deux faces d'une seule et même pièce. Tout à fait. C'est la même famille. Super. Merci à tout le monde et on se dit à bientôt. Merci. Bye.